Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission tournée ici dans le cadre du Salon de l'Agriculture à Paris. J'ai le plaisir d'accueillir André Sergent. Bonjour André. Bien, bonjour. Voilà, oh là, je vois que vous avez chanté, vous avez fait la fête au Salon de l'Agriculture. Alors vous êtes président de la Chambre régionale de Bretagne, tout ça, ça s'explique. Juste en face, Eddy Fougier, politologue, l'auteur de cet ouvrage, Malaise à la ferme, enquête sur l'agribashing, qui vient tout juste de sortir. On aura l'occasion d'en parler. Vous êtes politologue, enseignant et consultant indépendant. Effectivement, moi je vous vois souvent dans les AG des différentes organisations. Et juste à côté, Antoine Jourdet, que je connais bien, parce que vous êtes partenaire, puisque vous êtes rédacteur en chef de Wiki Agri, vous intervenez souvent sur ces plateaux télé, mais si vous êtes ici, c'est parce que vous avez raconté l'histoire de l'époux de Camille Bourin dans ce livre, un livre très très beau que je vous conseille de lire, bien entendu. Eddy Fougier, ce livre, Malaise à la ferme, qu'est-ce que vous apportez sur le débat de l'agribashing ? Alors, l'idée de ce livre était un peu en complément de ce que j'avais pu faire en 2018 avec un rapport sur le thème de l'agribashing pour la FNSEA Grand Bassin Parisien. Mon idée là était non pas de s'adresser au monde agricole, mais de s'adresser au grand public. Et de montrer effectivement le fait qu'un certain nombre d'agriculteurs souffraient d'un malaise par rapport aux critiques dont ils faisaient l'objet dans l'espace public, mais aussi de montrer au grand public à quel point le monde agricole n'était pas sourd à ces critiques et faisait évoluer et ses pratiques et son mode de communication. Donc c'était un petit peu à double tranchant de montrer effectivement que les choses bougeaient et qu'on n'était plus uniquement dans cette victimisation autour de la thématique de l'agribashing, mais qu'il y avait aussi une réponse du monde agricole et que le grand public ne connaissait pas nécessairement. Parce que c'est vrai que si au départ, l'agribashing, c'est un mot très pratique pour le monde agricole, aujourd'hui on a l'impression que le monde agricole dit attention, on ne veut pas avoir l'air de se victimiser. Oui, puis je dirais on est plutôt en train de passer à la phase 2 de l'agribashing, c'est-à-dire la phase où on n'est plus uniquement dans le constat par rapport aux critiques qui sont formulées, mais dans un certain nombre de réponses. On parle de plus en plus de communication positive. Il y a des termes qui émergent, comme le terme d'agri-loving ou de troisième voie. Une coopérative comme InVivo a fait de la troisième voie le cœur de sa campagne, de sa stratégie. Et donc, on le voit bien aujourd'hui qu'on est passé à cette deuxième phase beaucoup plus positive, même si certains agriculteurs, notamment sur les réseaux sociaux, en restent un petit peu à cette première phase, je dirais, un peu le syndrome Calimero. Ils nous en veulent tous, c'est méchant. Alors si on parle d'agribashing, on peut se poser la question, qui en veut aux agriculteurs et pourquoi est-ce réel ou pas? Alors, qui en veut aux agriculteurs? Je dirais il y a au départ l'idée d'une critique d'un certain nombre de pratiques, notamment de l'utilisation de produits phytosanitaires et puis les critiques autour de l'élevage intensif ou même quelquefois de l'élevage tout court. Donc, qui est derrière cette critique? Des associations, mais pas que, des relais aussi dans l'édition, dans le monde médiatique, certaines émissions de télévision, notamment sur France Télévisions, qui se font le relais de ces critiques. Et je dirais le bruit ambiant a influencé à la fois des politiques qui, par principe de précaution personnelle, veulent limiter les espaces entre les habitations, par exemple, et les champs, avec les ZNT, et des acteurs économiques qui se disent, bon, on va effectivement ne pas être pris en défaut sur tel ou tel ingrédient ou tel produit sensible, controversé, et on va essayer de surfer sur une vague veggie ou autre. Donc je dirais c'est un ensemble d'acteurs qui, d'une manière ou d'une autre, sont à l'origine ou ont exploité ou instrumentalisé cet agribashing. Et est-ce que vous, les agriculteurs, André Sergent, est-ce que vous n'avez pas justement instrumentalisé l'agribashing? Est-ce que vous n'êtes pas allé trop loin à vous dire attention, tout le monde nous en veut? Pas complètement, je crois, parce qu'en fait, notamment dans le secteur de l'élevage que je connais mieux, on voit bien aujourd'hui, au travers de certains clichés, on voudrait faire que cette agriculture que l'on a n'est pas la bonne, quoi. Et là, je crois que nous, les agriculteurs, il faut vraiment qu'on communique positivement sur ce qu'on fait réellement. Voilà. Et c'est pour ça que je crois que quand on parle d'agribashing, effectivement, il ne faut pas en faire de trop. Parce que sinon, je pense que ça n'aurait plus de sens d'ailleurs. Mais à l'inverse, il faut que nous, on montre bien ce que c'est notre agriculture et qui de mieux que nous-mêmes, les agriculteurs, pour en parler. Dans le fond,
est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas être beaucoup plus proactif? Vous évoluez, vous devez évoluer, il y a une mutation, il faut sans cesse évoluer. Il faut dire, bon, c'est comme ça, c'est le passé. Aujourd'hui, on va dans ce sens-là. On a l'impression qu'il y a des forces internes qui sont complexes. Moi, je pense qu'en fait, notre agriculture a toujours su, depuis la guerre, s'adapter à des défis qui étaient devant elle. Aujourd'hui, il y a un phénomène pour moi qu'il faut mettre sur la table, c'est ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Et avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, les choses vont extrêmement vite et qui nous dépassent complètement à certains moments. Et c'est pour ça que nous, notre agriculture, c'est quelque chose quand même, hein, entre guillemets, une certaine industrie lourde qui ne peut pas changer de cap du jour au lendemain. Ceci étant, effectivement, face à des défis nouveaux, je pense au climat notamment, ben, on se doit, voilà, ce qu'on appelle les transitions et d'orienter les choses. Mais ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. On sent que le monde agricole évolue. On a l'impression que les agriculteurs évoluent assez vite. Les agriculteurs vont revenir sur leurs fondamentaux. Ils vont retrouver de nouvelles sources. Ils se tournent vers la vente directe, par exemple. En revanche, le monde agricole qui est très structuré, est-ce que les structures ne le freinent pas? Non. Moi, je pense en plus qu'il faut dire aussi, quand on parle d'agriculture, aujourd'hui, il n'y a plus de modèle pour faire de l'agriculture. On voit bien dans les installations des jeunes, il y a une multitude de façons de faire de l'agriculture. Ce qui, en revanche, me dérange beaucoup, c'est toujours la volonté de vouloir opposer une certaine façon de faire de l'agriculture par rapport à l'autre. Et ça, c'est un vrai problème parce que notre force, justement, c'est d'avoir dans notre pays cette grande diversité de cette agriculture. Et c'est comme ça, je pense qu'on va demain encore attirer des jeunes vers l'agriculture et je les encourage parce que vraiment, je pense que demain, plus que jamais, on aura encore besoin de cette agriculture. Vous n'avez pas l'impression d'être dépouillé un peu de votre image? Partout, on voit des logos avec les agriculteurs en photo, sur les produits, sur les paquets, tout ça. On a l'impression que la grande distribution s'est totalement attribué votre image. Voir les alternatives, c'est qui le patron? C'est qui le patron a développé une véritable approche innovante de marketing? Toutes les GMS aujourd'hui le font. Le pirate? Moi, non, je pense pas. Parce qu'au contraire, il y a une dizaine d'années, derrière un pot de yaourt, derrière un fromage, jamais on imaginait et on ne voyait qu'il y a un agriculteur, qu'il y a une famille. Et donc ça, je pense que c'est des éléments intéressants. Par contre, effectivement, notamment par la grande distribution, il faut qu'on se méfie effectivement de ne pas se faire, entre guillemets, racheter et qui là pourrait, pour le coup, être contre-productif pour nous. Eddie Fougier, quand vous voyez partout des labels, de plus en plus de signes de qualité avec les agriculteurs, est-ce que vous pensez qu'on trouble un peu le message? Est-ce que c'est compliqué pour le consommateur de s'y retrouver? Sans aucun doute que c'est compliqué, mais c'est aussi l'effet d'une évolution positive. C'est-à-dire que, et je pense qu'il faut appréhender aujourd'hui cette notion de critique sous un angle positif. Pour moi, il faut le voir aussi comme une sorte d'électrochoc salutaire pour faire évoluer à la fois certaines pratiques, on le voit bien sur le broyage des poussins ou d'autres pratiques qui aujourd'hui effectivement ne passent plus, et puis l'évolution aussi du faire savoir, ce qu'a dit effectivement monsieur sur la communication. Pour moi, une initiative comme C'est qui le patron est assez symptomatique du fait que le consommateur n'est pas obnubilé par les phytos ou les conditions d'élevage, mais quand il pense aujourd'hui consommation responsable, il prend en compte aussi la nécessité pour le producteur d'avoir un revenu décent. Donc ça, c'est un élément qui me semble très positif. Un certain nombre de consommateurs font un pas vers le monde agricole, comme une partie du monde agricole fait un pas vers les consommateurs. C'est pour ça que l'objet de ce livre, c'est effectivement de dire attention, au-delà de l'agribashing, il y a ce grand rapprochement qui est en cours et qu'il faut encourager, systématiser et généraliser. Antoine Jandet, racontez-moi l'histoire de Camille. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais on parlait à l'instant de communication positive. Moi, je pense que de parler du suicide en agriculture, c'est de la communication positive. Parce que si on ne parle pas des problèmes, on ne les résout pas. Et je pense qu'il faut vraiment en parler. Il y a quelque chose, il y a un phénomène qui est abominable, qui nuit complètement à nos campagnes. Là, c'est un exemple totalement déchirant. Camille Borin avait 24 ans au moment des faits. C'est encore tout frais, ça date d'il y a à peine quelques années. Elle a perdu son mari éleveur de porc qui s'est suicidé à l'âge de 31 ans. Elle raconte tout cela par ma plume, hein, donc nous sommes deux co-auteurs. Ce livre est sorti mi-septembre. Aujourd'hui, il a dépassé les 13 000 exemplaires en vente, ce qui est beaucoup pour l'édition.
Et bon, il y a même encore des projets derrière qui peuvent arriver. Il touche vraiment beaucoup de monde. Il touche vraiment beaucoup de monde. On a reçu beaucoup de messages derrière, elle de son côté, moi du mien, l'éditeur aussi. Il faut parler de ce problème pour, comment dirais-je, l'estimer, en prendre exactement la teneur et essayer de commencer enfin à le résoudre. Alors, on parle du suicide, mais dans votre livre, ça va beaucoup plus loin. Et moi, j'ai envie de mettre le doigt là où ça fait mal. Quelque part, ce qui apparaît, c'est que le suicide arrive parce qu'il y a un enchaînement, en fait, de causes aggravantes. Et c'est le monde agricole, quelque part, qui précipite aussi au suicide. Alors, dans ce cas précis, effectivement, il y a il y a le mot à la mode multifactoriel. Effectivement, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a un facteur familial qui est très important, mais sur lequel on ne doit pas s'arrêter. Il y a aussi la banque, il y a aussi la coopérative, il y a aussi le centre de gestion, qui sont, enfin, tous sont nommés. La coopérative, on parle juste de coopérative, on ne l'a pas nommée finalement. Et tout est dit pourquoi, hein, chacun de ces organismes qui sont censés accompagner les agriculteurs finalement n'ont pas joué ce rôle. Dans ce cas précis, ils ont précipité la chute et ils ont une part de responsabilité dans ce suicide-là. Pour être très clair, c'est que c'est un système. C'est-à-dire qu'on va toujours plus loin, toujours plus endetté, et à un moment donné, il peut y avoir un mécanisme qui fait qu'on va se retrouver en difficulté. Alors, moi, je ne me présente pas comme quelqu'un d'anti-système. En revanche, je suis personnellement tout à fait pour qu'à l'intérieur des rouages, on remette de l'être humain. On réhumanise. Je pense que l'humanisme, ce n'est pas du misérabilisme. Hein. La première journée du salon d'agriculture, Christiane Lambert disait « halte au misérabilisme » pour parler d'agriculture positive. Je la comprends qu'elle a envie de parler d'agriculture positive, mais si par misérabilisme elle parlait de suicide agricole, je dis non, attention, c'est de l'humanisme. Il faut remettre de l'humanisme, ce n'est pas du misérabilisme d'en parler. Comment vous réagissez Déjà, ce sujet-là, il nous touche tous. Hein, on est très sensible à ce sujet et qu'on en parle, comme vous dites, je trouve que c'est très bien. Par contre, avant, je trouve que quand on parlait du malaise à la ferme, on voulait de suite le traduire comme étant un problème économique. Voilà, le cours du porc, le cours de ceci qui ne va pas, enfin voilà, économique. Or, effectivement, il y a derrière ça souvent autre chose. Et moi, je pense, au travers de ce qu'on a vécu en agriculture là depuis maintenant plusieurs décennies, à savoir l'augmentation de la taille des structures d'exploitation, on est aussi face à des agriculteurs qui ont des charges de travail de plus en plus importantes. Et qui plus est, si c'est associé avec un petit problème économique, c'est-à-dire on ne peut pas embaucher, on ne peut pas investir, donc c'est le début, entre guillemets, de la fin. Et c'est pour ça que chacun a un rôle à jouer là-dedans. Les chambres d'agriculture également. Et ce qui est le plus compliqué, parce qu'au niveau des chambres, on y travaille, c'est de déceler. Parce que souvent, dans ces situations-là, les gens font l'inverse. Ils se referment au lieu de s'ouvrir. Et c'est pour ça que dans nos réseaux, on a appelé de mettre en place des sentinelles, en fait, quelque part, pour déceler, avant que ce ne soit trop tard, des situations un peu critiques. Ce sont des réseaux, ce sont des réseaux récents et c'est très bien qu'ils commencent, il faut qu'ils prennent de l'ampleur. Élie Fougier, comment vous réagissez ? Deux choses. La première, c'est que ce n'est pas uniquement un phénomène propre au monde agricole. Un rapport du CREDOC qui a été publié hier ou avant-hier montre effectivement qu'une partie de la population française qui souffre d'un certain nombre d'accidents de la vie ou d'éléments de précarité, on voit la situation est toujours tout de suite cumulative et peut aboutir à des catastrophes et éventuellement à des actes ultimes. Bon, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, ça n'est pas nécessairement, quand on regarde un petit peu ce qui est écrit dans ce livre ou dans d'autres expériences, ça n'est pas nécessairement le système en tant que tel qui pêche, mais c'est effectivement à partir du moment où il y a des difficultés, là le système tend à se déshumaniser brusquement.
et ça se cumule. Et là, effectivement, il y a une sorte de trappe dans laquelle l'agriculteur a beaucoup de difficultés à sortir. Et il y a des études qui montrent effectivement qu'un certain nombre d'acteurs, que je ne citerai pas, dont le stand n'est pas très loin, mais ont développé une forme, non pas de déshumanisation des rapports, mais une forme de standardisation des rapports qu'ils pouvaient avoir avec leurs clients, donc des banquiers pour ne pas les citer, qui avant avaient des rapports très proches avec le monde agricole, qui venaient eux-mêmes du monde agricole, qui venaient de la région. Tout ceci a évolué, est devenu beaucoup plus froid. On le voit dans n'importe quel type d'institution. Si vous voulez contacter la CAF ou autre, c'est exactement ce à quoi l'administré moyen se heurte. Et tout ça dans des périodes très difficiles suite à un accident, comme c'est le cas par exemple là, ou dans le film d'Édouard Bergeon, l'incendie, ou là, des problèmes de rats chez le mari de Camille Borin, ça devient tout de suite catastrophique. C'est plus certains aspects entre guillemets du système plutôt qu'un modèle agricole en tant que tel qui peut être mis en cause. Parce que c'est vrai que les marges sont faibles, donc on est sur des investissements à 6 chiffres, voire plus. Et dès que ça va mal, dès qu'il y a un pépin... Et ça devient de suite compliqué. Et il y a autre chose aussi, je pense, dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, les gens qui commencent un premier métier en font un deuxième, un troisième. En dehors de l'agriculture, c'est classique. Or, nous, quand on devenait agriculteur, vouloir quitter le métier avant la retraite, c'était une honte. Or, moi je pense qu'aujourd'hui, ce sujet-là aussi de la reconversion professionnelle, il faut le mettre clairement sur la table. Et c'est pas parce qu'on a été agriculteur 10 ans ou 15 ans qu'on veut faire autre chose après à côté, que ça devient qu'un problème. Il faut aussi accompagner les reconversions avant de laisser les gens, entre guillemets, aller dans le mur et puis voir plus loin, quoi. C'est pour ça que ça, c'est des vrais sujets sur lesquels on doit en parler. Des sujets très importants et merci beaucoup, messieurs, d'être venus en parler ici sur notre plateau. Merci à vous.